je commence avec une petite citation sur laquelle je suis tombée en préparant cette communication. Il semble que la poésie reste souvent à la porte de la classe ou qu'elle y perde son âme en y entrant. Alors, c'est un professeur de Sorbonne Nouvelle, Serge Martin, qui a dit ça. Et je me sentais pas seule à être confrontée aux difficultés de l'enseignement de la poésie. Il y en a peut-être parmi vous qui ont les mêmes difficultés. Il me semble que quand on adopte une approche trop formelle de la poésie, on a souvent l'impression de passer à côté de l'essentiel. Ma démarche, elle s'inscrit dans vraiment une revalorisation de la dimension affective et expérientielle pour une réception moins figée de la poésie. Je pense que je suis à la bonne place. Les communications du Lirel tournent souvent en ce sens-là. Donc, puisque la poésie semble rester à la porte de la classe, on va rester dehors, on va s'affranchir le plus longtemps possible du cadre scolaire en quittant à la fois les lieux, mais aussi un cadre d'analyse qui met souvent, je trouve, la poésie à distance. Dans la présentation, on a dit que j'étais la conceptrice scénariste de deux parcours sonores. C'est des chapeaux que je porte. Je suis aussi enseignante, mais dans un cégep où c'est un petit peu trop loin d'amener mes étudiants à expérimenter mes parcours, malheureusement. J'ai fait aussi mes premiers pas en tant que chercheuse. J'ai collaboré avec Sylvain Brem, professeur d'études littéraires à l'UQAM, et avec Sarah Hamoun, une étudiante à la maîtrise, sur une étude de cas pour voir si l'hypothèse qui m'a guidée dans la création de ces projets pouvait se confirmer. Cette hypothèse-là, c'est quoi? Celle que la découverte des œuvres hors les murs était susceptible de rendre le rapport à la littérature peut-être moins conflictuel, plus résonnant. Et c'est un mot que j'ai entendu dans les autres présentations et c'est un mot que je vais reprendre également. Donc, cette recherche exploratoire, elle va être publiée dans la prochaine édition de Carnet de Poédile, une revue francophone de didactique de la poésie. Ça va sortir au printemps prochain. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un peu plus le champ plus théorique. Donc, avant de vous faire entendre un extrait, je trouvais ça important. Je vous dis quelques mots là, sur Portrait sonore, qui est une OBNL qui a vraiment à cœur de faire expérimenter la ville. Et ça se fait à travers une application qui est tout à fait gratuite, téléchargeable très facilement. On est géolocalisé pour de vrai sur l'application. C'est une conception sonore qui est toujours très soignée et j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est une des bases de l'immersion aussi, que ce soit ainsi. Alors, avant d'en parler un petit peu plus, je vais vous faire entendre un extrait. Évidemment, c'est pas parce qu'on est dans des lieux qu'on on approche le lieu de la même façon et qu'on a les mêmes objectifs dans ce lieu-là. Les deux objectifs que j'ai poursuivis à travers mes deux parcours sont très, très différents. Alors, je laisse l'introduction du projet Marcher avec elle vous raconter en quelque sorte l'approche qu'il y a pour ce parcours. Portrait sonore. Marie Huguet appartient désormais à l'histoire. Un lieu de culture et de littérature porte son nom dans le quartier Villemard. Mais sa voix résonne encore à travers celle de nombreux poètes et lecteurs. Elle a l'éternelle jeunesse de ceux qui sont disparus trop tôt. Elle avait 26 ans. Quelle trace a-t-elle laissée? Pour le découvrir, on vous invite à marcher avec elle dans le quartier où elle a vécu pour effectuer une partie du voyage qui a été sa vie. Et plutôt que de vous conduire vers les lieux exacts de son quotidien, cette balade vous invite à marcher sur ses mots, à vous faufiler dans son regard. Lire l'œuvre de Marie Huguet, c'est entrer dans une zone formée par des thèmes très contrastés entre la vie et la mort, l'exaltation et l'oppression, le désir et l'ennui. Chaque station parcourue mettra de l'avant la thématique de l'entre-deux, présente dans sa poésie, mais aussi dans les lieux visités. Seront donc parcourues les zones périphériques de Villemard, ses ruelles, ses recoins, qui ont parfois des airs de campagne. Mais avant,
Commençons par l'appartement où a habité Marie Huguet, car s'y rendre, c'est mieux comprendre son univers. Je vous attends au 2154 Joli Cœur. Je serai la voix qui vous accompagnera le long de ce parcours. Nous allons marcher presque tout le temps. Notre marche sera ponctuée de 8 arrêts. Libre à vous de vous y attarder ou pas. Toutefois, c'est en s'imprégnant de chaque lieu, pour un moment, que la poésie de Marie Huguet prend tout son sens. Vous êtes prêts? Alors en route. Marchons avec Marie. Tout un voyage est resté en nous, et notre rêve dérive vers le reste du monde. Donc, je reviens un peu à cette thématique de l'entre-deux, là, qui est vraiment l'angle à travers lequel on approche la marche. Ça se passe à Ville-et-Mort, donc on se situe beaucoup dans des espaces où il y a clairement une forme d'entre-deux, que ce soit entre le dedans et le dehors. On est dans des lieux avec beaucoup de vitrines, les ruelles, des endroits où est-ce qu'on est comme à la limite entre l'industriel et le résidentiel. Mais cette dynamique d'entre-deux est aussi soutenue par les textes. Et cette approche-là se rejoint. Donc, voilà. L'idée à travers tout ça, c'était évidemment de démocratiser la poésie. Je l'ai pas conçue exclusivement pour des étudiants au cégep, mais c'est sûr que c'est un public qui me semble vraiment très adéquat. Ici, vous avez une petite idée là, du parcours. Donc, ces huit capsules là, qui nous amènent jusqu'au parc Angrignon, qui est à quelques pas du cégep André-Laurando. Je voulais vous parler un peu des concepts peut-être un peu plus théoriques qui m'ont guidée à travers le projet. Ma lecture de La vie habitable a mis des mots sur ce que je sentais être l'expérience poétique. Pour Véronique Côté, la poésie n'est pas que le poème. Il s'agit surtout du regard qu'on pose sur le monde à un moment précis, quand on est habité par un supplément de sens, de conscience, de beauté. Je renvoie à une citation que je trouve vraiment très belle de Véronique Côté. Hors des murs, à côté des ornières dans lesquelles nous marchons sans plus jamais nous demander pourquoi nous restreignons nos possibles à ce point. Hors des balises de sécurité se trouve une forme de magie immémoriale qui parfois nous est donnée, le plus souvent sans avertissement. Il faut bien regarder puisque nous sommes conditionnés à ne plus la voir. Il faut guetter les signes. Dès qu'on les cherche, ils brillent plus que le reste, constellation soudain reconnaissable depuis qu'on en a appris le nom, poésie. Donc voilà, on sent à travers sa démarche, Véronique Côté dans son petit essai, très accessible, je vais vous en reparler plus tard parce que ça fait partie d'une séquence pédagogique que j'envisage avec les étudiants. La poésie n'est pas détachée du monde, elle n'appartient pas qu'au livre, et c'est le poème pourrait se trouver finalement la transcription de cette expérience du monde. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience de ce qui a vraiment fait germer le poème. Il y a une similitude quand même assez importante avec le concept de résonance d'Hartmut Rosa. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Écoutez, c'est un concept qui est extrêmement utilisé, qui est à notre époque, dans le monde des idées, ce que le SprayNet était aux années 80. C'était ma blague de la présentation. Mais je comprends pourquoi, parce que c'est une solution. Hartmut Rosa pose la résonance comme une solution à l'aliénation vers laquelle nous conduit l'accélération du temps. Donc, voilà. Mais moi, je vois vraiment mon postulat, en fait, c'est que une expérience poétique fructueuse fait naître une expérience de résonance. Alors, je vous explique c'est quoi la résonance pour les personnes qui ont moins entendu parler du concept. C'est un rapport cognitif, affectif et corporel au monde dans lequel le sujet, d'une part, est touché par un fragment du monde et où, d'autre part, il répond au monde en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité.
Donc, il y a d'une part là, la capacité d'être touché par notre environnement et la réponse. Ça peut se produire évidemment dans les contextes les plus variés, que ce soit en lien avec les arts quand on est dans la contemplation de l'art, avec la littérature, dans nos relations humaines, familiales, etc., notre lien aux choses, notre lien à la nature. Et c'est ce qui va conditionner qu'on ait des relations au monde réussies ou ratées. Autre petit élément qui est important, je pense, pour le concept de résonance, c'est que ce lien vibrant au monde n'opère pas en disposant des choses, donc quand on utilise les choses avec une visée plus utilitaire, mais plutôt en entrant en résonance avec elles. Dans la mesure où la faculté de résonance se fonde sur l'expérience préalable d'un élément étranger qui nous déconcerte et que on ne sait pas approprier et qui surtout reste indisponible, dont on ne peut disposer finalement, se dérobe à toute prise et se soustrait à toute attente. Il y a quelque chose qui résiste, et on parlait de la résistance tantôt avec Louis-Philippe, et comme la plupart des jeunes lecteurs sont souvent déroutés, voire réfractaires, dans le genre poétique, parce que la poésie résiste souvent à une saisie immédiate, ça me semblait quand même présenter un grand potentiel de résonance. Alors, je vous présente maintenant la séquence pédagogique. Évidemment, j'ai coupé plein de choses, notamment sur pourquoi Marie Huguet, mais j'ai un peu façonné une séquence pédagogique. Là, peut-être de préciser que cette séquence pédagogique-là, je ne l'ai pas expérimentée, comme je le disais, avec mes étudiants, mais ça a été la base de départ pour collecter les données pour notre étude de cas. Alors, c'est en 3 parties, évidemment, autour de la balade comme telle, mais avant, on prépare le terrain avec des discussions. Donc, parmi ces discussions-là, je trouvais important que les étudiants puissent réfléchir à leur rapport à la poésie, leur expérience de la poésie. Déjà, il y a des personnes qui en ont un peu. Ensuite, il y a la lecture d'extraits de Véronique Côté qui est extrêmement accessible et où on comprend justement que la poésie n'est pas que dans les livres, et donc de réagir un peu à cette conception-là pour ensuite rédiger par écrit une expérience poétique qu'ils auraient déjà eue. Donc, et ça, je l'ai fait en classe en bâtissant un atelier de poésie. Et puis, ça marchait vraiment très bien. Et les étudiants ont vécu des expériences poétiques. Ça peut les amener un petit peu plus à comprendre la poésie. Bon, ensuite de ça, il y a la lecture de poèmes qui vont être utilisés dans le parcours. On dit souvent que des lectures répétées, ça aide aussi la poésie, de lire plusieurs fois le même poème. Ensuite, évidemment, il y a la balade. Et pour avoir cet élément de réponse que propose Rosa avec la résonance, ils doivent collecter une trace lors de leur parcours, que ce soit une description verbale, une photo, une captation sonore d'un élément qu'ils ont saisi de l'entre-deux lors de la balade. OK? Et donc ça, les personnes de l'étude de cas l'ont fait. Après ça, on revient en classe avec la relecture des mêmes poèmes et de comparer peut-être l'appréciation. Est-ce qu'il y a des différences, etc. Et dans la discussion, il y aurait un partage des traces collectées lors du parcours et cette discussion autour du thème de l'entre-deux. Évidemment, là, si on veut continuer puis aller en dissertation, il y aurait, avec la thématique de l'entre-deux, amplement à faire. Donc, c'est un petit peu ça la séquence. Comme je le disais tout à l'heure, là, notre échantillon était lilliputier. On avait deux candidats pour toutes sortes de raisons là, que j'exprimerai pas. Et ces candidats étaient vraiment plutôt réfractaires vraiment très réfractaires à la poésie. Donc, on a récolté des données à travers des entrevues dirigées. Donc, il y avait vraiment comme le rôle un peu là, de l'enseignant d'aller chercher leur réflexion. Donc, ça a permis quand même de dégager certaines notions encourageantes. D'une part, comment ils pouvaient construire du sens en mobilisant leur sens. Ça me semblait assez porteur. Donc, il y a un de nos candidats qui n'a pas, je veux pas vous mentir, il n'a pas particulièrement mieux aimé la poésie après ça, sauf que ce qu'il a aimé, c'est la découverte du quartier. Le fait qu'il y avait comme des éléments plus concrets. Quand on dit on va devant la maison de Marie Huguet, on est devant la maison. Donc, c'est sûr que ça amène un petit peu plus de concret à quelque chose qu'on perçoit souvent comme étant trop abstrait et ça nous
ça nous met à distance. Également, dans l'habillage sonore, des fois, quand c'est des poèmes qui sont lus, on va souligner des éléments, posons un violon. Donc, on entend le violon derrière. Encore une fois, ça rajoute un petit peu plus de concret dans l'habillage. Il y a un étudiant qui a souligné à quel point l'immersion lui rendait vraiment, le mettait en confiance. Il se sentait plus en confiance. Il trouvait que c'était chaleureux. Donc, je pense que on était moins dans un rapport intimidant dans la classe devant les textes. Et quelque chose qui était très fort, c'est la marche comme adjuvant de l'écoute. Alors là, je lis la citation d'un des participants. Le fait de pouvoir marcher, ça fait activer plusieurs sens plutôt que de simplement faire rouler l'esprit à lire des poèmes. Ma marche était plus plaisante parce que j'écoutais quelque chose et l'écoute plus active parce que justement, je marchais en même temps. Ce qu'on a vu aussi, c'est que peu à peu, on semblait, nos candidats semblent s'être transformés en sujet lecteur. Donc, en sujet lecteur, Louis-Philippe en parlait tout à l'heure, là, peut-être pour les personnes qui sont moins familiers, là, très, très brièvement, c'est que comment que pour interpréter un texte littéraire, le lecteur doit s'investir subjectivement dans ses textes. Il y avait en fait l'importance et l'intérêt de la collecte d'une trace sur le parcours, ça permettait de matérialiser une partie de la réception, d'inviter la personne à poser un regard intensifié sur les lieux. Et là, d'amener aussi l'élève à se situer dans une interrelation entre leur monde et le monde de Marie Huguet. Juste un petit exemple, là, on est arrivé à un moment donné dans un des lieux, il y a une stèle en hommage aux personnes qui sont mortes à la guerre et un des candidats qui n'aime pas du tout la poésie a photographié une épée et pour lui, cette épée devenait un symbole de comment Marie Huguet se battait contre l'adversité, la maladie et tout ça. Alors, c'était quand même assez fascinant de voir qu'une personne qui était très, très réfractaire à discuter des textes parvenait à construire un sens quand même assez complexe qui était né de sa propre subjectivité et de son propre choix. Donc, cette évolution-là vers, disons, peut-être un sujet lecteur était manifeste aussi avec la trajectoire de notre autre candidat qui, lui, a été très interpellé par comment elle parlait de la passion amoureuse, qui faisait aussi partie de son propre travail d'artiste à l'étudiant. Et là, il nous a parlé à quel point il vibrait. Il a dit même, ça résonne beaucoup dans ma vie. Et même lui, il a utilisé le concept de résonance. Et ça va il a dit même qu'il se retrouvait entre les paysages qu'il voyait, les lieux et ce qu'il écoutait, ce qu'il entendait. Il dit, j'étais vraiment le médium pour lier les deux. J'étais l'entre-deux. Quand même. Donc, en conclusion, qui a la forme d'un commencement peut-être, la poésie telle que la conçoivent Marie Huguet et Véronique Côté n'est pas séparée de la vie et aborder la poésie grâce à des promenades littéraires comme marcher avec elle permet sans doute des prises de parole plus libres et fondées sur d'autres rapports au texte que ceux généralement offerts dans un cadre scolaire traditionnel. Et à l'heure où les formes du numérique transforment la littérature, le parcours littéraire est certainement un espace à investir dans l'enseignement. Pour les enseignants qui sont pas tant à l'aise avec le corpus ou les technologies du numérique, on laisse tout simplement le dispositif agir à notre place et tout ce qu'on fait finalement, c'est qu'on encadre le partage d'expériences en classe et ça peut être un bon point de départ pour ensuite autre chose. C'est un ancrage, j'ai pris le terme tout à l'heure de Louis-Philippe. Donc, à travers une textualité multimodale, l'élève entre en relation avec une œuvre et aussi avec un quartier. Ça crée une interaction dynamique qui permet de recourir à plusieurs sens, ce qui augmente les chances d'en être affecté d'une manière ou d'une autre. Et on se laisse place aussi dans une balade comme ça à l'imprévu et d'où naît souvent des petits accidents poétiques. La poésie quitte le livre pour s'inscrire dans les lieux parcourus et le regard du marcheur génère des associations riches, signifiantes, qui laissent poindre, si c'est pas un goût pour le genre poétique, au moins une capacité à entrer en poésie.